l'un des objectifs de Donald Trump, appuyé par Elon Musk, un peu moins aujourd'hui puisque Elon Musk est en retrait, mais je pense, c'est de faire véritablement exploser l'Union européenne, en s'appuyant sur des chevaux de Troie que sont Viktor Orban principalement et Giorgia Meloni. Vous êtes allé en Roumanie, Régis. Oui, c'est pas vraiment le tour du monde, hein, ça reste l'Union européenne, faut pas l'oublier. Voilà. Mais voilà. c'est un pays qui s'éloigne un peu au niveau de ses pratiques institutionnelles de pas mal de choses auxquelles on était habitué dans l'Union européenne. Voilà. Voilà. Et il y a une chose auquel ils n'ont pas renoncé, c'est les glorieux souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous nous disiez tout à l'heure que la garde de fer était encore très présente dans l'univers roumain. Ah oui, ça reste, alors officiellement, selon la Constitution, et même depuis l'époque soviétique, enfin pas soviétique, on va dire communiste, puisque les Roumains avaient leur particularité à cette époque-là, c'était interdit. Ça fait partie d'un passé qu'on a mis sous cape, mais évidemment, comme les croix fléchées en Hongrie, c'est des choses qui ont été, il y a une survivance de ces idéologies-là. Je dis pas qu'on les assume du tout, mais enfin, ça reste quand même présent et c'est surtout utilisé aujourd'hui comme manière de dénoncer l'adversaire. Le communisme l'utilisait pour disqualifier un certain nombre de gens, voire les condamner, voire les ostraciser complètement. Et là, aujourd'hui, ça fait partie des arguments utilisés. D'ailleurs, ça l'a été dans le cas de Călin Georgescu, qui s'est vu le 28 février dernier au moment de son arrestation. Vous savez, il avait été arrêté au moment où il allait remettre sa candidature, déposer sa nouvelle candidature à une nouvelle élection, et ayant lui-même été victime, en fait, on va dire, de la précédente élection qui a été purement et simplement annulée. Donc, Călin Georgescu, au moment, sur le trajet de son domicile jusqu'au tribunal pour déposer sa candidature, eh bien, il a été arrêté, et à l'époque, on lui a mis sur le dos, justement, cette fameuse accusation de complicité avec la garde de fer, Corneliu Codreanu, la Légion de l'Archange Saint-Michel, enfin bref, tout le fascisme roumain en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'interdit là, alors qu'en novembre, il n'y avait pas ce chef d'inculpation, oui, alors qui s'était déjà présenté. En fait, la réalité, c'est qu'il a fait 23%, personne ne l'attendait là, et qu'il fallait vite arrêter les frais, parce que Georgescu, représentait un danger pour, on va dire, la classe au pouvoir en Roumanie aujourd'hui. La réalité, c'est que la Securitat est toujours présente et qu'elle a gardé ses vieux réflexes d'accuser les autres d'être des nazis, alors qu'il y en a une partie qui sont en fait dans ses rangs. Et il y a aussi l'idée que Georgescu, qui a fait une carrière de banquier et d'ONG, oui, avait sans doute été largement scruté auparavant, et que s'il était nazi, ça se saurait. Vous nous avez dit quelque chose d'absolument drôle tout à l'heure. Un juge de province, exactement comme aux États-Unis, a décidé de partir en guerre contre la Cour constitutionnelle en expliquant que finalement, il annulait tout seul, avec ses petites mains et ses petits édits, la manière dont la Cour constitutionnelle avait invalidé l'élection présidentielle. Oui, alors, ça paraît anecdotique comme ça, quelqu'un qui a du courage et qui dise oui, en effet, dans un pays, si on prend un peu de recul, dans un pays de l'Union européenne, un des 27 pays membres de l'OTAN aussi, avec lequel la France a énormément de liens, eh bien, on puisse annuler une élection purement et simplement entre le premier et le deuxième tour, au prétexte de manipulation d'algorithmes sur TikTok, sur une plateforme. Hein. Ça, on pourra revenir dans le détail de ce que ça représente, même si il est vrai que les Roumains utilisent beaucoup TikTok et qu'il y a pu avoir une influence, mais est-ce que ce prétexte-là était suffisant, on va dire, pour annuler une élection entre le premier et le deuxième tour? C'est du jamais vu, hein, dans un surtout, pays. Une fois de plus, comme on l'a déjà dit 20 fois sur cette antenne, c'est pas parce que quelqu'un regarde une vidéo que du coup il n'a pas le droit de voter, quoi. Non, mais c'est sûr. Et puis, même s'il y a, comment on va dire, des bots russes derrière qui ont poussé pour que les clips de Călin Georgescu soient plus vus que d'autres, il s'agit d'une plateforme. On parle pas de Facebook, on parle pas d'Instagram, on parle pas de X, sur lesquels effectivement on a pu remarquer qu'il y avait une activité plus importante en faveur de Georgescu. Ce prétexte me paraît tellement surréaliste que
il serait presque risible. Et quand on interroge les Roumains là-dessus, ils sont extrêmement gênés. Pour revenir justement à cette question de ce juge, parce que ce juge s'est dit il faut faire quelque chose. Et donc, invalidant l'invalidation de l'élection, du coup, il rendait possible à nouveau un deuxième tour, théoriquement. Je crois que des mesures ont été prises finalement et la décision du juge ne sera pas suivie. Mais et ça, quand même, ça dénote quelque chose que j'ai remarqué, parce qu'on a parlé à beaucoup de Roumains pendant ce reportage, c'est que même des gens de gauche sont gênés par cette interdiction. On a vu des partisans du maire de Bucarest, qui est le principal opposant de gauche, nous dire oui, c'est quand même ennuyeux d'avoir voilà. Donc il y a un climat comme ça, et même Georges Simeone a des propos. Donc lui, il a pu prendre la place sans qu'il y ait d'accord formel de Călin Georgescu. C'est un petit peu lui qui va représenter le camp souverainiste, même s'il y en a un autre aussi, mais globalement c'est lui qui a le plus de chance dans ce camp-là. Georges Simeone nous expliquant qu'il pouvait être arrêté. Moi, devant caméra, que il serait peut-être mieux qu'il aille faire une tournée à l'étranger pour répondre à des sollicitations, peut-être aux États-Unis, parce que pour lui, c'était plus sécurisant d'être à l'étranger qu'en Roumanie. Vous vous rendez compte quand même c'est quand même un des candidats qui va se présenter et qui risque d'arriver au deuxième tour en mai prochain. Enfin là, qu'est-ce que je raconte dans 10 jours, là, même pas. Voilà. On a beaucoup effectivement commenté l'arrestation de Georgescu, mais c'est vrai que Simeone, c'était quand même le candidat du parti AOR, si je ne m'abuse, Tout à fait. qui était le deuxième parti de Roumanie à un peu plus de 20% il y a environ un an ou un an et demi, qui a été plus ou moins remplacé par Georgescu. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Simeone est revenu quelque part à cette place mais pour le coup en leader dans les opinions. Il en est à combien dans les sondages? Est-ce qu'il a des bonnes chances de gagner? Est-ce qu'il parviendra à vraiment remplacer Georgescu? Est-ce qu'il y a quels sont les accords entre eux? Et est-ce qu'il y a des différences de fond entre Simeone et Georgescu? C'est une très bonne question. Oui, il y a des différences de fond. La question de l'OTAN, par exemple, Simeone n'est pas du tout hostile à l'OTAN, comme beaucoup de Roumains d'ailleurs aussi. Hein. Disons que, on va dire que Georgescu incarnait une forme de position assez extrême à ce niveau-là. Les Roumains sont pas des gens qui aiment beaucoup le changement. Il y a des habitudes qui se sont faites. Même la question de l'Union européenne. Alors peut-être cette Union européenne dirigée par Ursula von der Leyen les gêne par ses ingérences et par sa façon dont elle pratique la politique. Mais si vous voulez, l'adhésion, non, elle n'est pas fondamentalement remise en question. Et Georgescu, lui, avait un discours très dur. Mais il faut rajouter une chose par rapport à Georgescu. Moi, ça me paraît... Vous savez, c'est un peu le Frankenstein de la politique là-bas. Pourquoi ? Parce que il a été conçu à la base comme quelqu'un qui était dans le camp, on va dire, dans le camp du bien. Il a, dans sa carrière, à partir du moment au départ à la fin du communisme, la Roumanie était un pays absolument sinistré du point de vue écologique. Et il a fallu investir des sommes considérables et les ONG, des ONG se sont créées, des fonds internationaux ont été donnés à la Roumanie pour laver ses rivières. 80% des rivières étaient polluées. Vous savez, c'était le legs de l'industrialisation à marche forcée de l'époque de Ceausescu. Et donc, à l'époque, Călin Georgescu va créer un parti politique. En fait, il va devenir responsable d'un mouvement qui s'appelle TER, qui est le mouvement de jeunesse d'un autre parti politique écologiste. Et il va recevoir, parce qu'il va créer aussi une ONG, des fonds internationaux. Et quand on regarde un peu le détail, eh bien, on se rend compte qu'il a reçu des fonds de l'USAID à l'époque et qu'il a même fait une campagne de sensibilisation dans des écoles avec la fondation, avec l'Open Society de George Soros. Ah oui. Donc, c'est pas tellement un candidat, quand on regarde son pédigré, d'extrême droite, même si il a un aspect très religieux, mais ça, en Roumanie, ça choque personne. C'est le pays où la pratique religieuse est la plus répandue
en Europe. C'est plus l'Irlande, c'est la Roumanie. Et donc ça ne choque personne là-bas d'être très religieux, de rappeler les valeurs, de rappeler le patriotisme. Tout ça, ça va très bien. Et c'est pour ça que Georgescu, avec son côté iconoclaste par rapport à la classe politique justement en place, eh bien, est apparu comme quelqu'un d'assez séduisant pour les Roumains. Alors ensuite, les différences avec AOR, c'est aussi un parti extrêmement contestataire parce que c'est un parti qui est né en 2020 avec le Covid. Et que la crise du Covid a été nettement moins, on va dire, digérée ou supportée en Roumanie que chez nous. Il y a eu une méfiance assez caractéristique et AOR est né justement de cette méfiance pour la vaccination forcée. Donc tout ça, c'est resté et c'est les fonds du parti. Et pourquoi Simeone arrive aujourd'hui comme recours ? Parce que AOR a quand même 63 députés. C'est un parti installé avec des sénateurs, donc des députés, qui fait partie de la vie politique roumaine. C'est pas un électron libre avec une chaîne de télé derrière. C'était le cas de donc télé-réalité. Ça se termine souvent en tâté là-bas. Voilà, et cette télé a aidé Georgescu. Et aujourd'hui, elle s'est effectivement rangée derrière Simeone. Elle continue à publier les communiqués Georgescu, qui continue à communiquer, qui continue quelque part à faire campagne, donc il est encore présent. Alors maintenant, sur les chances de Simeone d'accéder au pouvoir, je dirais que le deuxième tour, oui, maintenant, il risque d'y avoir un fameux barrage du reste. C'est pas garanti qu'il... Voilà, moi je dirais que c'est 50-50. En tout cas, lui, il croit, il est très déterminé, nous on l'a rencontré là-bas. C'est intéressant, c'est quelqu'un d'assez jeune, il a 38 ans, une belle prestance. Bon, comme tout, voilà, c'est pas complètement parfait, mais en tout cas, il incarne quelque chose, oui. C'est un nouvel Emmanuel Macron, on l'a bien compris, et il a ce côté OTAN, en plus, qui plaît à tout le monde, dont à Macron. Et est-ce que vous avez... Autant, mais pas en même temps. Est-ce qu'à votre avis, la France a véritablement voulu influer sur les élections roumaines ? Alors c'est très curieux, moi je suis en train de terminer justement un documentaire qui passera sur Omerta la semaine prochaine, même cette semaine d'ailleurs, on est en voie de finalisation de ce documentaire et on a appelé l'ambassade de France en Roumanie pour leur demander mais quid des ingérences françaises ? Tous les hommes politiques là-bas nous le disent. On a interviewé aussi Diana Chochwaka qui est une candidate, elle, d'extrême droite avec des propos très très outranciers mais qui elle persiste à dire qu'on lui a interdit, elle, de se présenter aux élections présidentielles. Mais c'est quand même assez curieux parce qu'on lui permet d'être sénatrice, on lui permet d'être eurodéputée pour représenter la Roumanie, mais on lui interdit de se présenter à la présidence. On dit qu'elle n'est pas qualifiée pour la présidence, en revanche, elle peut être sénatrice. C'est quand même assez curieux. Voilà. Et pour Georgescu, c'est un peu pareil aussi. Tout à coup, on dit ce personnage a des liens avec les mouvements d'extrême droite, c'est un pro-Poutine, il fait partie en fait des ingérences russes et il faut vite l'éliminer. Donc toujours cette façon de trouver des prétextes. Alors pour ce qui est des ingérences de la France, il y a deux choses qui paraissent assez... Il y a un voyage de Benjamin Haddad, donc le ministre délégué aux questions européennes en Roumanie le 5 et le 6 février dernier, au cours duquel sont discutés avec un certain nombre d'acteurs locaux la question justement des influences russes via TikTok. C'est dit dans le communiqué de son ministère, donc il n'y a pas de secret. Et il y a surtout cette réunion du 5 mars qui intervient donc quelques jours avant l'interdiction de la nouvelle candidature de Calin Georgescu entre le président de la Cour constitutionnelle et Richard Varnieri, qui est l'ambassadeur de France en Roumanie. Cette réunion-là est considérée par les Roumains, dont Georges Simeone, par un certain nombre de gens là-bas, comme étant une forme de meeting dans lequel les Français ont intimé aux Roumains de débrancher Georgescu, quoi. Alors, contacter l'ambassade de France dit qu'elle respecte totalement le processus et que la Roumanie doit pouvoir décider
décider librement et sans ingérence. Voilà ce qui m'a marqué à la fin du communiqué. Mais si vous voulez, en bottant en touche totalement, en disant bon voilà, ils ne répondent pas sur le fond, ils répondent. Finalement, personne n'a la preuve absolue. Même quand Georges Simeone, moi je lui dis mais quelle est la preuve que quelle est votre preuve pour dire que les Français ont influencé cette élection? C'est du oui-dire. On n'en sait rien. Voilà. Alors justement, Régis Sommier, vous avez dit que les Roumains n'aimaient pas trop le changement. Bon là, manifestement, c'est ce qu'ils souhaitent. Comment se fait-il que ces Roumains aussi prennent autant un virage à droite comme on observe également dans tout le reste de l'Europe? Est-ce que ce sont pour les mêmes problèmes que nous rencontrons de notre côté en Europe de l'Ouest? Alors, ce qui est très intéressant, c'est plus nous, on a, on va dire, un virage à droite ou souverainiste qui est assez ancien, avec le FN a 50 ans, plus de 50 ans d'existence quand même. Donc on a ce mouvement qui existe, mais ce qui est très intéressant en Roumanie, moi, c'est une chose aussi que j'avais constatée en Hongrie et qu'on peut voir aussi en Allemagne avec l'AfD. L'AfD, époque Alice Weidel, hein, pas avant, hein, mais c'est en fait l'ingérence MAGA, c'est-à-dire l'ingérence Trump, qui est très manifeste. Moi, j'étais quand même absolument surpris de voir un poster en pleine rue avec une immense photo de Donald Trump, et avec à côté marqué Make Romania Great Again. Ouais, maintenant, il y a le mouvement méga Make Europe Great Again. Voilà, mais je l'avais déjà repris, tout à fait, un peu partout. Je l'avais déjà constaté en Hongrie, mais en Hongrie, ils sont pas dans l'opposition, ils sont au pouvoir. Et donc là, oui, il y a vraiment un accord entre Viktor Orban et Donald Trump qui remonte à très longtemps. Robert Fico également, donc en Slovaquie. Là, en l'occurrence, c'est l'opposition roumaine et particulièrement le parti AOR, justement, qui est très influencé par Donald Trump. Le conseiller à la culture de ce parti a écrit une biographie de Trump. Il était très fier de nous signer la biographie de Trump. On arrive dans son bureau, il y avait des casquettes MAGA sur les étagères avec un Christ et des croix à côté et des icônes. Ouais. Voilà, donc Trump et le Christ. Voilà, Trump fait aussi partie des ingérences. Voilà, parce qu'on sent bien qu'il y a un combat Van der Leyen-Donald Trump pour l'âme européenne aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve assez dans d'autres pays européens, ce Trumpisme. Je pense à l'Irlande où il y a Conor McGregor qui essaye de se présenter, l'ancienne star de MMA qui essaye de se présenter et justement qui est soutenu par Donald Trump. Il y a également en Pologne avec le parti Confédération. D'ailleurs, les élections arrivent très bientôt pour savoir justement... ce qui se passera, et Confédération est placée en 3e position mais très près des 2 autres partis qui trustent le pouvoir depuis un certain temps. Et puis il y a aussi même la question de l'Angleterre où évidemment Nigel Farage est quand même lui aussi en tout cas a été pendant un certain temps soutenu par Elon Musk et Donald Trump. Enfin, du coup il y a cet aspect de droitisation qu'on retrouve peut-être plus en Italie, en France ou peut-être même en Espagne, dans les pays plus latins, et un côté plus populiste trumpien dans une autre partie de l'Europe. C'est assez étonnant quand même. Moi je dirais qu'il y a clairement, c'est pas étonnant. Je pense que l'un des objectifs de Donald Trump, appuyé par Elon Musk, un peu moins aujourd'hui puisque Elon Musk est en retrait, mais je pense c'est de faire véritablement exploser l'Union européenne en s'appuyant sur des chevaux de Troie que sont Viktor Orban principalement et Giorgia Meloni, même si Giorgia Meloni joue une partition, on l'a vu, extrêmement fine de diplomatie. C'est la diplomate européenne maintenant, c'est pas Kaja Kallas en fait. Kaja Kallas, un objectif, c'est vis-à-vis de la Russie. Enfin voilà. Mais Mélanie, c'est elle qui s'occupe des relations avec l'Amérique. On le voit bien, même sur la question des tarifs douaniers, c'est elle qui est allée négocier à Washington. Tout ça est encore en gestation. Mais ce qu'on remarque, c'est que progressivement, il y a une forme de contre-projet européen qui est en train de naître avec tous ces pays respectifs, et que il y a d'abord un durcissement aussi au niveau de la superstructure de Bruxelles, notamment avec ces ingérences, si elles sont caractérisées, en tout cas elles ne sont pas. Si vous voulez, moi, ce qui se passe en Roumanie, il y aurait quand même, on aurait été quand même en droit d'attendre de Bruxelles
je sais pas, au moins quelque chose qui dise c'est pas normal, on ne supprime pas des élections, attendons de voir. Et Bruxelles a expliqué que c'était normal, puisque la Bien Cour sûr. européenne a expliqué qu'en fait, Oui. il ne fallait intervenir dans aucune élection, sauf en fait pour les élections présidentielles. Mais c'est pas pour revenir sur Mélanie, il faut pas oublier ce qu'avait dit Ursula von der Leyen avant l'élection de Giorgia Meloni. Elle s'était adressée aux Italiens en disant attention, ne faites pas l'erreur. Si vous votez pour Giorgia Meloni, vous votez pour sortir de l'Union européenne. Ce qui s'est pas du tout avéré être le cas, mais en tout cas, il y avait déjà eu des menaces à cette époque-là. Surprenamment, l'Italie est encore dans l'Union européenne. Qui l'eût cru? Il ne fallait pas croire von der Leyen. C'est des choses qui surprennent parfois. Ouais. Alors, le fait que Trump veuille détruire l'Union européenne, ça ne va pas nous rendre l'Union européenne aimable, mais malgré tout, ça nous interroge. Il a une espèce de vaste Kriegspiel mondial où il veut redéfinir les rapports des États-Unis avec le monde entier. Au bout de 100 jours, est-ce que on a l'impression que c'est le moment de tirer un bilan ou c'est un peu tôt Non, il a beaucoup de fer au feu, à mon sens peut-être un peu trop. Quand on voit par exemple son envoyé spécial sur l'Ukraine, Steve Witkoff, qui se balade avec Kirill Dmitriev dans les rues de Moscou après avoir négocié, qui prend son avion pour aller illico négocier le dossier du nucléaire iranien. Ça fait beaucoup. J'ai fait un petit tweet en disant busiest man on earth, l'homme le plus occupé au monde, ce Steve Witkoff. Donc maintenant, est-ce qu'il a la méthode? On dit oui, c'est un avocat, il n'est pas compétent, il était dans l'immobilier. Enfin, on oublie un peu vite que le job de Volodymyr Zelensky avant de devenir président de l'Ukraine, c'était clown. Donc voilà, on peut aussi évoluer, et c'est parfois aussi intéressant d'avoir quelqu'un peut-être avec une autre perspective qu'un diplomate professionnel comme Anthony Blinken qui, petit à petit, d'ajout en ajout, nous amenait tranquillement vers la Troisième Guerre mondiale. C'était un peu ça l'administration Biden avant. Alors on était dans du vieux de la vieille. Maintenant, avec Trump qui casse les codes, on est avec quelque chose de nouveau. Il va falloir voir ce qui est intéressant. Mais pour le moment, moi, je constate une chose. Tout à l'heure, on en a parlé, Richard, mais on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, je crois que Trump a réussi à imposer l'idée de la paix en Ukraine. Et c'était pas gagné du tout. Il y a 100 jours, on disait oui, c'est promesse de campagne. Alors il y allait un peu fort en disant j'arrête la guerre en 24 heures. On sait très bien que ça n'avait aucune chance d'aboutir. Maintenant, je pense que oui, Emmanuel Macron peut avoir des réticences à accepter la paix de Trump, mais il accepte globalement l'idée d'aller vers de la négociation et l'idée d'un processus. Et même aujourd'hui, je dirais que Donald Trump, contrairement à ce qu'on imagine vis-à-vis de Poutine, force Poutine peut-être, ou va le forcer à se positionner d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez, en fait, le deal que propose Trump à Poutine, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois on dit oui, il discute de la guerre en Ukraine. Non, il discute de bien d'autres choses. Je me suis même laissé dire qu'il y avait même au milieu d'une de leurs conversations de plus de 90 minutes la dernière fois, l'hypothèse d'une Trump Tower à Moscou a été évoquée. Alors donc, ça, c'est un vrai signe. Si on peut balancer du casino Trump avec un peu de marbre rose, une rivière, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump dit à Poutine de façon sous-jacente, regarde toutes les perspectives qu'on peut faire. Voilà comment aujourd'hui on se rapproche de vous. Si vous allez dans ce sens, voilà tout ce qu'on peut faire. C'est bien plus intéressant que stricto sensu la guerre en Ukraine pour la Russie. C'est-à-dire, ça vaut le coup. Cette nouvelle définition des rapports américano-russes, ça vaut quand même largement le coup d'y jeter un œil et de ne pas laisser ça tomber, de ne pas s'antagoniser Trump. Donc, d'une certaine façon, je pense que ça peut pousser Poutine justement à aller vers une négociation et peut-être à geler le front ou en tout cas à accepter une forme de plan de paix. Je pense qu'on y avance et que c'est pas du tout terminé comme certains disent, voilà, 100 jours, il a échoué. Oui, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, sa méthode me paraît particulière, mais en tout cas, elle permet de faire avancer les choses. Je pense que l'idée de la paix est dans toutes les têtes aujourd'hui. Alors, l'idée de la paix est dans toutes les têtes. Chaque fois qu'Emmanuel Macron parle, on a l'impression que lui, il a la tête ailleurs.
Écoutez, même Keir Starmer les Anglais ont commencé à dire envoyer des troupes là-bas, peut-être pas, etc. On semble que voilà, les Français doivent être les derniers à se dire on va envoyer des troupes françaises, en sachant que c'est un casus belli pour les Russes, qu'on est un pays de l'OTAN et qu'on peut pas envoyer des peacekeepers français comme ça. Ça sera pas possible. Les Russes l'ont dit, ils l'ont redit plusieurs fois. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut voir le langage à la fois de Poutine quand il s'exprime, mais aussi de ses porte-flingues. Medvedev, Tolstoï, Shoigu, qui aujourd'hui ont un langage extrêmement dur. Même l'ambassadeur de Russie, que j'ai eu l'occasion d'interviewer la semaine dernière, ont des langages, c'est-à-dire, vous lui demandez, moi j'ai demandé à l'ambassadeur de Russie, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites peur, la Russie? Parce qu'il était là, il me disait, oui, on veut simplement vivre chez nous, etc. Je dis, mais vous faites peur. Vous êtes, je reviens de Roumanie, je suis allé en Pologne, je suis allé en Lituanie, en Estonie. Les gens ont peur de la Russie. Alors il me dit, c'est parce que nous avons le défaut, nous, Russes, de ne jamais avoir peur. Voilà. Donc oui, il y a une crainte. Oui, la Russie se maintient cette. Mais je pense globalement, pour revenir et pour conclure sur ce que je disais tout à l'heure, la perspective d'une redéfinition des rapports entre Américains et Russes, à mon avis, est essentielle, et elle peut contraindre Poutine justement à se dire, bon, et pour ce qui est, aujourd'hui, le langage est très dur, c'est un langage de peur. Shoigu a évoqué ce week-end, quand parlant de l'Ukraine, il a dit, ces terres naturellement russes. Voilà, on ne peut pas dire qu'on soit dans la négociation avec ça, ou Tolstoï ou Medvedev dès qu'il parle de Zelensky, mais peut-être que c'est dans ces moments-là qu'il y aura un déblocage, en tout cas on le souhaite. En tout cas, cette image, même si certains disent oui, elle a été organisée de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky au cœur du Vatican, avec les reliques de Saint-Pierre sous les pieds. Voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose quand même. Voilà. Et juste sur le front en lui-même actuellement, est-ce qu'il y a du nouveau? Et on sait qu'il y a une trêve qui aurait été rompue, et à côté de ça, il y a aussi eu cette annonce hier ou avant-hier de Kim Jong-un qui disait qu'effectivement il y avait bien, et qui confirmait qu'il y avait effectivement des soldats nord-coréens qui étaient présents au front. Oui, alors ils l'ont confirmé, Gerasimov et en effet Kim Jong-un l'ont confirmé sur la question de la bataille de Koursk. La bataille de Koursk qui est terminée. Aujourd'hui, il n'y a plus d'empreintes ukrainiennes en territoire russe. Les derniers villages ont été reconquis à la fin de la semaine, et donc on peut clore cette opération et en dresser le bilan. Est-ce que les soldats nord-coréens sont engagés ailleurs? Je n'en sais rien. Pour moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il y a eu effectivement des soldats nord-coréens, mais qu'ils n'ont pas été utilisés en termes d'infanterie, certainement pas au nombre de 10 000, comme on l'avait dit à l'époque, pour grossir les effectifs, tout simplement pour des questions de langue, pour des questions d'habitude militaire, du fait qu'il est extrêmement difficile d'engager une unité ne parlant pas, pouvant peu communiquer avec ses voisines dans un front et dans une offensive, en particulier dans un front extrêmement tendu. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a eu une forme d'exagération, mais oui, mais de toute façon, c'était pas, c'était qu'il y ait des instructeurs à partir du moment ou des forces spéciales ou des unités de ce type-là, à partir du moment où la Corée du Nord et la Russie ont signé un accord militaire. Moi, j'ai pu constater, par exemple, que vous n'aviez pas rencontré de soldats nord-coréens sur le front? Moi, j'en ai rencontré un, mais c'était un soldat nord-coréen à nationalité russe, puisque il était dans l'armée russe, il était dans l'unité dans laquelle on était, il servait pas d'instructeur, d'éclaireur, c'était lui qui était chargé d'identifier les unités ukrainiennes qu'il y avait en face, donc il avait un rôle très important, mais voilà, ça fait partie de la diaspora nord-coréenne qui est établie en Russie. Ensuite, je pense que ces unités-là, moi j'ai pu... Régis Le Sommier, il nous reste vraiment 1 minute. Dommage. Et même 52 secondes. Voilà. Non, je voulais dire simplement que oui, à partir du moment où des millions d'obus ont été livrés, que des missiles aussi, et des batteries de missiles ont été livrées aussi par les Nord-Coréens, les K-22 ou K-23, c'est ça, je crois. Voilà, il faut des instructeurs pour les opérer. Et oui, il y a eu des Coréens, mais certainement pas, à mon sens, dans de l'infanterie, ni massivement comme ça a été annoncé à l'époque. Merci beaucoup Régis Le Sommier. J'espère que vous allez revenir évidemment
nous raconter ce qui se passe dans le monde vaste et avec l'œil que vous avez pour dénicher les bons entretiens.